Bonjour à tous. Alors, je pense qu'on est connecté et qu'il nous manque encore Anthony qui va arriver dans pas très longtemps. On va faire comme d'habitude, je dirais un petit essai son et lumière. Vous me dites si le son est pas mal. J'ai mis le micro, qu'on devrait être bon. Et si, pareil, vous avez une bonne visibilité. Donc ça a l'air de marcher. Je vois que j'en connais certains, d'autres non. Nathalie est présente. Notre sketch noteuse. On va essayer de te faire un truc sympa comme d'habitude. Ok, vous êtes pas mal présent. Donc, tout le monde a l'air de me dire que le son est bon. Et que vous avez aussi une bonne image. Parfait. Bon, je règle juste la connexion avec Anthony, qui n'arrive pas à se connecter, et je vous tiens au courant. Mais ça va aller vite. Hop. En attendant qu'il arrive, je vous fais un point sur l'objectif du jour et des prochains webinaires. Donc, on a enchaîné un cycle de mémoire, 4 webinaires sur Lego, qui était en lien avec un bouquin que j'ai sorti il y a quelques semaines maintenant. Tout savoir sur Lego. On rentre dans un nouveau cycle de webinaires qui seront en lien plus avec l'aspect, on va dire, performance habituelle en préparation mentale. On va parler de pas mal de choses. On a déjà parlé la semaine dernière de stress et de gestion du stress avec la boxe. On enchaîne aujourd'hui avec une approche un peu plus technologique. On va parler de l'intérêt de l'entraînement cognitif et de tout ce qui va être en lien avec l'innovation et le travail mental d'un point de vue peut-être plus cognitif d'ailleurs que mental. Dans l'entraînement global des sportifs. On aura d'autres webinaires les prochaines semaines sur différents aspects. On va parler de cohésion avec notre consultant Jérémy Bertin, qui est notre expert chez Focus en travail de cohésion, en travail collectif. Jérémy qui est un ancien rugbyman professionnel, aujourd'hui manager, qui a plusieurs casquettes, il est un peu multipasse. Il est coach, entraîneur, manager, et donc chez nous, il est consultant, formateur en préparation mentale, et avec une spécialité sur la cohésion. Il se trouve qu'en plus, on travaille en ce moment sur un bouquin ensemble et qu'on espère publier très prochainement. Vous verrez également mon cousin, Julien Met, qui est assez connu parce qu'il est sélectionneur de l'équipe de Djibouti en foot. Donc, il ne joue pas, mais il entraîne à un niveau international, et on va parler avec lui de l'aspect préparation mentale dans le foot, dans l'aspect recrutement, sélection des joueurs, stratégie de carrière, tout ça, et on finira par un dernier webinaire avec Christian Pénigaud sur l'aspect préparation mentale dans le volleyball, parce que c'est un de nos collègues qu'on a formé il y a maintenant 4 ans en préparation mentale, qui est CTN de volley, et qui est aussi entraîneur, enfin il a pareil plein de casquettes, et il est donc aujourd'hui référent à la Fédération française de volley. Il bosse beaucoup avec les féminines, et donc il a une analyse que je considère comme vraiment très pointue sur le plan technique de la préparation mentale, et il va vous expliquer tout ça dans un prochaine session. Donc, Anthony est arrivé. Oui, désolé. Hein. Tu vois, à trop se préparer, la page était prête depuis des heures. J'avais tout préparé cet après-midi, mais il fallait rafraîchir. Bon, rien de grave. Donc, Anthony, bienvenue dans ce webinaire. Ben, merci. On a le même Merci de me prénom, donc on va recevoir. se court-circuiter les prénoms, on va se débrouiller. Je vais te présenter brièvement et tu te présenteras peut-être plus précisément que ça. Ouais. Tu es tout jeune, tu n'as même pas 30 ans de mémoire. 25. 25, terrible. 25 ans, tu as un parcours assez atypique, tu es venu chez nous il y a maintenant 2 ans, tu as fait la formation expert en préparation mentale donc l'année dernière. On t'avait recruté parce que tu avais un profil pour nous assez atypique, comme j'ai dit. Tu as fait beaucoup de sport, du foot notamment, et tu as aussi un diplôme comment t'appelles ça, de moniteur comment tu Ouais, dis en fait? j'ai plusieurs diplômes de guidage donc dans le tourisme,
Ouais. C'est un diplôme de guide en tourisme d'aventure. Donc en lien avec les conditions extrêmes et Exactement. ouais. Donc tu as fait la formation chez nous et on se voit régulièrement parce que du coup maintenant on travaille ensemble. On travaille pour des joueurs comme moi j'en suivi que je t'envoie après dans un entraînement peut-être plus cognitif ou plus spécifique. Je prends des cours de sport des fois avec toi ou tes collègues, donc je ressors bien fatigué. Et ouais, donc on travaille ensemble. Moi, je te laisse te dire un peu à tout le monde qui tu es exactement, quel est ton parcours entièrement et comment tu travailles aujourd'hui, même si après je te poserai des questions plus précises sur ton fonctionnement aujourd'hui. Ok, enchanté, moi c'est Anthony, j'ai 25 ans. Je suis originaire du sud-ouest de la France, donc plutôt du Béarn, à côté de Pau. Et donc j'ai un parcours de sportif à la base, notamment de footballeur, où j'ai été en centre de formation. Et bon, ça l'a pas fait pour moi. Et avec du recul, c'est totalement l'aspect mental. Moi, j'étais tétanisé par le regard des autres, performant à l'entraînement, mais impossible de reproduire le même schéma en match. Et puis, j'ai pris un tout autre chemin après une blessure. Je suis allé dans la direction du tourisme, où je me suis formé à l'âge de 19-20 ans. Et puis, donc, j'ai fait une carrière de guide, d'abord dans des voyages plus classiques, culturels, donc des voyages un petit peu partout en Europe. Et l'amour du sport est revenu et donc je me suis formé sur le tard au voyage sportif, notamment au voyage polaire, sur un diplôme qui s'appelle guide en tourisme d'aventure. Et cette formation n'existe pas en France et c'est là que j'ai découvert la vie nord-américaine pour passer mes études au Canada. Et c'est là aussi que vient le croisement avec toute cette mentalité, mindset américain sur le développement personnel et notamment la préparation mentale. On y va. Donc le principe, je vous le redis, on a une demi-heure d'échange avec Anthony où je vais lui poser des questions sur son parcours, tout ça et comment il travaille. Et après, on vous laissera la parole pour expliquer, enfin, poser des questions si vous avez des questions spécifiques sur des outils qu'on va aborder, sur des techniques ou des questions peut-être plus pas philosophiques, mais sur l'avenir de la préparation mentale avec les nouvelles technologies, etc., etc. Allez, on y va. On va commencer par une définition. Mais ta définition, comment tu définirais, je dirais presque, ton travail aujourd'hui et l'entraînement mental ou cognitif? Alors, le mot cognitif, c'est une énorme besace, hein. On peut y mettre ce qu'on veut. Moi, à l'heure actuelle, je me définirais comme un préparateur mental spécialisé dans l'entraînement cognitif et à la frontière du coach de performance. Donc, le coach de performance, ça va être un coach qui va pouvoir avoir plusieurs casquettes, qui va pouvoir être très bon dans plusieurs domaines et qui va surtout savoir orienter vers des experts par la suite. Donc, quand on prend des athlètes en coaching de performance, on va avoir des notions en nutrition, des notions en préparation physique, des notions, bien sûr, en préparation mentale. Et on va avoir ces notions-là et puis après, peut-être amener vers des ultra experts dans ces domaines-là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je me définirais vraiment comme un préparateur mental spécialisé dans l'entraînement cognitif. Ok, moi qui te vois faire du coup régulièrement tes séances, tu es quand même vraiment au carrefour entre la préparation physique et la préparation mentale. Oui. En fait, ouais. Vas-y. À l'heure actuelle, je travaille dans un studio de coaching pour une marque qui s'appelle la marque Expert Sportif. Et j'ai ouvert avec mon collègue et le fondateur le pôle performance, donc uniquement destiné aux athlètes de haut niveau. Et donc, je travaille en étroite collaboration avec un préparateur physique et ce qui m'aide énormément dans la prise en charge des athlètes. Mais je ne suis pas préparateur physique. Je n'ai pas de diplôme de préparateur physique ou pour faire de la musculation. Tout ce que je fais qui rentre dans le cadre du physique, des exercices qui intègrent les notions de physique, je le fais en partenariat avec mon préparateur physique. Et bien sûr, mes notions, parce que d'avoir guidé des voyages polaires, j'ai passé énormément de certifications, j'ai des diplômes pour encadrer des activités de plein air, on va dire. Donc, ça rentre dans l'encadrement. Mais chacun reste bien à sa place et c'est pour ça qu'on arrive à bien travailler ensemble pour les athlètes de haut niveau. Qui sont tes clients globalement? Ça va être surtout dans la région bordelaise, donc notamment des footballeurs, footballeuses, uniquement des sportifs professionnels.
Je prends des sportifs classiques aussi, mais quand il y a une préparation de compétition qui amène vers le haut niveau, par exemple, ben, je suis quelqu'un qui prépare son 7e Ironman. Donc, c'est une personne qui n'est pas sportive de haut niveau, mais qui, dans sa vision de la préparation mentale, veut aller chercher un objectif élite. Mais sinon, à l'heure actuelle, c'est uniquement des sportifs professionnels. Ok. Et ils viennent chez toi pour faire une séance de psy ou ils viennent pour faire une séance d'entraînement? Alors, maintenant, la nouvelle casquette des préparateurs mentaux et des auto-entrepreneurs, c'est de la communication. Moi, c'est quelque chose que j'intègre au quotidien, je m'en cache pas, je vais faire du branding, je vais faire du marketing, je vais communiquer sur mon image. Et donc, je pense que les personnes me voient par rapport à mon feed sur Instagram. Donc, je mets en avant l'entraînement cognitif parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à démocratiser, c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est le plus visuel. Donc, les gens me contactent pour ça. Mais ensuite, c'est pas pour autant que je vais faire l'impasse sur la préparation mentale. Dans mon discours, la préparation mentale est intégrée. Ok. Donc, comme tu as suivi la formation chez nous, je t'ai bassiné les oreilles avec le protocole. Je t'ai dit, mets un protocole en place, etc. 1, 2, 3 par étape. Est-ce que tu as encore un protocole aujourd'hui dans ta pratique? Pour la préparation mentale, je suis acceptation, lucidité, focus. Toujours. Avec toujours les questionnaires de base, le QPPS. Et en fait, c'est ça vraiment qui m'a donné des bases pour débuter en tant que préparateur mental, puisque l'entraînement cognitif, il n'y a pas de formation en tant que telle qui existe. Il faut aller se former. Et souvent, c'est des certifications étrangères, donc ça prend du temps. On est tout le temps en apprentissage. Donc, quand on veut quand même commencer à travailler, ce protocole-là m'a énormément aidé. Et c'est d'avoir quelque chose de très cadré, d'avoir des bases qui m'a permis après de faire les parallèles et de créer mes propres protocoles pour l'entraînement cognitif. Ton protocole, il a un nombre de séances qui est à peu près défini ou c'est très variable selon le niveau, les profils, la saison? C'est très variable, surtout cette année où on s'éloigne de plus en plus des compétitions avec le Covid. Donc, à chaque fois qu'on a de la visibilité sur une échéance, elle est repoussée. Donc, c'est très, très variable. Souvent, ça va être quand même une saison complète. Et en fait, le protocole est établi en termes de marge de progression. Ce que j'ai voulu faire avec l'entraînement cognitif, c'est de pouvoir quantifier ma vision de la préparation mentale. De pas uniquement me baser sur le ressenti de l'athlète, d'essayer de mettre des chiffres. Les sportifs de haut niveau, ils sont matrixés un petit peu depuis leur jeune âge. On leur parle data, on leur parle statistiques, chiffres. Donc j'ai voulu leur montrer que voilà, leur travail et leurs travaux mentaux peut se quantifier. Il peut y avoir une marge de progression possible avec tous ces entraînements-là. Et c'est de ce fait que que j'ai investi dans les outils neurotechnologiques. Ok. Est-ce que tu développes toutes les compétences mentales qu'on liste dans le QPPS, là, l'outil de bilantisation ou de profil psychologique du sportif, ou est-ce que tu te centres vraiment sur des compétences un peu plus cognitives comme la concentration, la mémoire, l'attention au sens large? Ça dépend de la demande, ce que je laisse choix aux sportifs. Est-ce que tu veux uniquement de l'entraînement cognitif ou alors tu veux de la préparation mentale ou tu veux les deux? Souvent, on prend quand même les deux. Soit on fait une séance sur deux, soit on fait une séance un peu plus longue, d'abord de la préparation mentale et après de l'entraînement cognitif. En fait, moi, l'entraînement cognitif, je le vois comme un énorme laboratoire. J'ai la chance de travailler dans un studio avec des préparateurs physiques. Donc, il y a tous les outils et le matériel disponible à l'entraînement et mon matériel pour l'entraînement neurotechnologique. Ce qui fait que dans mon bureau à côté, on va faire tout ce protocole de préparation mentale et on va de suite l'essayer dans la salle à côté pour voir si ça marche. Donc c'est ça qui est très intéressant. Mais j'ai peut-être eu tendance, parce que c'est assez ludique de faire de l'entraînement cognitif, c'est très prenant, à peut-être laisser la préparation mentale de côté au début. Et en fait, on y revient vite parce qu'il y a des ponts qui se créent entre les deux. Et maintenant, ça serait, ça serait ce serait moins dans la performance que de laisser la préparation mentale de côté que faire que du cognitif.
Ok. Alors du coup, on parle un peu d'outils et de technologie, comme tu as 10 000 gadgets, outils, techniques que tu emploies. Je vais te demander déjà d'expliquer un peu quels outils tu utilises, peut-être même des marques d'outils, de casques, tout ça, ou des techniques que tu affectionnes particulièrement. Alors, c'est très, très addictif ce monde-là parce que c'est assez récent. C'est des choses très visuelles, donc les marques brandent énormément là-dessus. Donc ça peut être un cercle vicieux. On veut tout acheter, on veut tout essayer, mais en fait, c'est comme si on achète une barre de musculation. Si on fait juste un mouvement, ça va servir à rien. Il faut savoir sortir au-delà des frontières, créer ses propres protocoles, se les approprier. C'est ça qui va être très intéressant. Et en fait, c'est très ludique, c'est très visuel, mais je ne vais pas utiliser un outil juste pour montrer à un athlète que tu vois, c'est cool, c'est cher, donc c'est trop bien. Et bien sûr, je pourrais les lancer sur des 10, 20 séances, ils vont s'amuser, ils vont être très contents. Mais en fait, je ne le fais pas. S'il n'y a pas besoin, je ne vais pas lui sortir mon outil le plus cher ou le plus performant. C'est ce qui est établi avant, le profiling, en fonction de cette demande cognitive, qui va me faire sélectionner les bons outils. Mais si je vais filtrer, par exemple, en fonction des outils, il y a les outils et les matériaux qui vont se référer à la vision, à l'audition, au temps de réaction, à la prise de décision, à la prise d'information. Donc, ça peut être soit des balles lumineuses, des objets tricolores, des lumières, des plots de réactivité, le Muse, bandeau d'activité cérébrale. Il peut y avoir des casques aussi, on en voit de plus en plus, qui vont envoyer des micro-décharges électriques pour stimuler la notion de neuroplasticité. Mais en fait, on peut faire de l'entraînement cognitif avec tout. Je prends une balle de tennis, j'inscris des numéros, ok, j'ai mon exercice cognitif, des feutres, des crayons de couleur, et on peut créer de suite un exercice cognitif. Les outils et les applications vont nous permettre de pouvoir quantifier les marges de progression, de pouvoir quantifier la réussite de l'exercice, son temps de réaction, sa précision, la lucidité qu'il a eue, la perception de l'effort. Et c'est tout ça, en fait, qui va me permettre de créer une marge de progression dans son entraînement. Mais les grandes catégories, ça reste. Et après, il y en a qui font tout, mais ça va être vision, temps de réaction, proprioception, euh, audition et plein d'exercices kinesthésiques. Donc, tu as plein d'outils. Est-ce qu'il y en a un qui tu trouves vraiment permet de rendre l'entraînement mental cognitif tout de suite vraiment intéressant et je dirais convaincant? C'est ce que m'a amené le Covid. En fait, moi, c'est énormément de présentiel. Et donc, je voulais trouver un moyen de pouvoir faire de l'entraînement cognitif à distance. Donc, j'ai cherché très longtemps des applications. Sauf que les applications d'entraînement cognitif, si on va sur Android ou sur iOS, ça va être des mini-jeux, un petit peu comme on voyait l'entraînement cérébral sur Nintendo DS à l'époque. Donc, c'est très ludique, il y a plein de couleurs partout, mais c'est de l'ultra consommable. Ça va être des exercices où, allez, il faut que ça aille vite. En 3 minutes, j'ai fait mon exercice. Il y a peu d'entraînement d'endurance cérébrale. Et j'ai enfin trouvé une application qui me permette de faire tous mes protocoles à distance. Donc, c'est une application qui demande une formation, donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est une application qui va prendre les mêmes systèmes que de la préparation physique. On peut faire de la surcharge progressive. Chaque jour, on va mettre une intensité différente, on va augmenter l'intensité, on va mettre le temps d'effort un peu plus haut. Et il y a énormément de data et de statistiques qui ressortent de cette application. C'est ultra modulable, ultra personnalisable. Et ça, c'est ce qui me plaît, c'est l'ultra personnalisable en fonction des demandes de l'athlète. Et c'est cette application dont je me sers tous les jours. Et c'est cette application qui vient un petit peu contrer les autres applications qu'on a l'habitude de voir sur nos téléphones. C'est que voilà, on peut partir sur des temps d'exercice face à un écran, face à sa tablette ou son téléphone qui peuvent monter jusqu'à 30 minutes. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de rester 30 minutes devant un écran. On en a marre, on fatigue, mais c'est ça que je vais rechercher en fait. C'est ce travail d'endurance cérébrale et de fatigue cérébrale. Alors, tu as parlé un peu justement de la durée de vie de tout ça et du côté un peu comment dirais-je, un peu des fois trop ludique. Est-ce que ces applications, ces outils, ils ne sont pas non plus trop vite obsolètes, tu vois, parce que d'autres ont créé un autre truc, d'autres sont plus modernes et qu'en plus le cerveau humain se lasse très vite de ce genre d'outils de jeu entre guillemets.
En fait, c'est si on prend un outil en tant que tel, la durée de vie, elle va être quand même assez limitée. Mm. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser sa créativité pour pouvoir toujours mettre en scène cet outil dans différentes situations. Et c'est là qu'on va utiliser l'entraînement sous multitâche ou multi-difficulté. On ne va pas uniquement créer un exercice avec cet outil-là, on va le mettre en place avec de la préparation mentale, avec un autre entraînement cognitif. On va commencer par une difficulté normale et après on va lui mettre une seconde tâche, une triple tâche, une quadruple tâche, jusqu'à arriver à une immersion, un cycle d'entraînement cognitif qui va permettre que l'outil soit juste de passage et qu'on ne soit pas ultra dépendant de cet outil-là. Parce Mm. qu'une fois que j'ai acheté l'outil, un mois après, il y a une nouvelle marque parce que c'est super à la mode qui va sortir un autre outil. Et comme c'est visuel, on veut utiliser ces marques avec des sportifs professionnels. Les sportifs professionnels les utilisent dans les pubs. Mm. On sent de suite que c'est obsolète, c'est très marketing et donc on a dépensé de l'argent qui aurait pu être dépensé autrement. Donc moi, le conseil, c'est de ne jamais être dépendant de cet outil-là, de toujours l'utiliser comme un accessoire dans un cycle à part entière, mais il faut toujours utiliser sa créativité pour mettre autre chose en place autour. Ok. Alors, je te pose encore deux questions. Après, on passe aux questions du coup de ceux qui sont présents là sur le chat. Est-ce que tu autorises ou est-ce qu'il est intéressant que les gars que tu suis à l'entraînement utilisent tes outils en dehors, chez eux? Moi, ils me prennent un outil, qu'ils l'utilisent chez eux? Ouais, ou qu'ils l'achètent, tu vois, je sais pas s'ils ont les moyens, ils peuvent l'acheter puis le travailler chez eux, ça peut être une possibilité. Ouais, moi, il y a aucun problème. C'est pas moi qui ai créé l'outil, le brevet ne m'appartient pas, au contraire. Si souvent avec mes sportifs, on se voit une fois par semaine. Donc en une fois, on peut faire des choses formidables, mais c'est la répétition qui va pouvoir créer la performance. Donc aucun souci. S'il peut se permettre de s'acheter cet outil-là pour l'utiliser chez lui, au contraire. L'application que j'utilise pour les coachs à distance, c'est une application qui n'est pas gratuite. Donc voilà, je leur formule. Il y a ça qui est possible. Tu peux faire sans, mais il y a cette application-là qui est disponible. Tu pourras t'entraîner chez toi aussi. Mais bien sûr que c'est utile. Par contre, ça va être mis dans un protocole intelligemment. Il ne va pas le faire tout le temps parce que si on est dans une démarche d'optimisation de la performance, il ne va pas le faire à chaque heure. Non, ça va être intégré dans son protocole de routine ou son protocole d'entraînement en même temps que son entraînement physique. Ça va être quand même, je vais essayer quand même de cadrer ça au maximum. Donc, tu es quand même là pour structurer le truc et qu'il ne fasse pas n'importe quoi, ou qu'il y ait vraiment une logique et une sorte de continuité par rapport à ce que tu fais toi. Ouais, je préfère être ultra présent que plutôt être laxiste. Surtout, en fait, moi, je crée beaucoup de données, je crée des fiches athlètes, je récolte toutes les datas. Et donc, si jamais je loupe deux, trois statistiques, deux, trois courbes, ça peut me fausser, moi, ma vision de sa progression. Ok. Et dernière question pour ma part. En ce moment, je bosse avec un joueur, là, un footeux en Allemagne, et qui dans son club précédent a fait un gros travail cognitif. Donc, ils avaient toute une batterie de casques, d'outils, ils avaient le neurotracker, plein de choses, tu vois. Et son nouveau club, qui pourtant est plus riche et mieux classé, n'a pas tout ça. Et il me disait, du coup, j'ai perdu, tu vois, en concentration et je suis moins présent, je suis moins attentif qu'avant quand je m'entraînais. Donc, est-ce que tu constates aussi que quand on s'entraîne cognitivement, ça marche très bien et en plus très vite, mais que par contre, la conséquence, c'est que dès que tu arrêtes, tu perds aussi très vite ce que tu as gagné? Déjà, je rebondis sur la première partie. On a pas mal de retard en France. À propos de cet entraînement-là, je pense qu'au début, on était pris pour des charlatans parce que voilà, on utilisait des applications, on n'était pas éduqué en fait à cet entraînement-là. On le voyait un petit peu dans les pays anglo-saxons, mais nous, on ne l'a pas fait du tout. Les Allemands ont pris énormément d'avance. Ils ont carrément créé des grands centres basés sur l'entraînement cognitif. Et donc oui, il y a énormément. En fait, la progression est très rapide au début. Forcément, après, comme c'est de l'apprentissage, on est en plasticité cérébrale.
il y a ce côté ludique, addictif, donc on a envie de refaire, on a envie de refaire. Forcément, après, quand on devient expert de ce jeu, expert de l'outil, expert de l'application, ben, on est moins en apprentissage. Et donc, c'est là qu'il va falloir mettre de la créativité pour trouver d'autres protocoles. Et c'est ce que le marché nous permet avec d'autres outils neurotechnologiques. Mais c'est vrai que dans les clubs, on a encore une vision peut-être assez cartésienne de l'entraînement et on ne veut pas s'ouvrir aux nouvelles technologies. En France, on a un pôle qui s'est ouvert, c'est l'Olympique Lyonnais qui a mis pas mal d'argent dans ça, qui a ouvert un beau centre et c'est ce qui nous permet un petit peu de démocratiser la pratique. Donc l'Allemagne est en avance. Tu es au courant parce qu'il se fait aussi en Europe du Nord ou en Angleterre, tout ça, ou pas trop? L'Angleterre aussi, oui. L'Angleterre dans les clubs anglais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que on est en plein dedans et les études pour prouver les bonnes en fait les études sur l'entraînement cognitif, elles sont en même temps aussi. Donc, si on suit un petit peu l'actualité, on se rend compte qu'il y a un pôle qui a ouvert et qui est full sur l'entraînement immersif, sur la prise d'information et la réalité virtuelle du footballeur. Et bim, il y a une étude qui va sortir après pour montrer qu'en fait, il n'y a pas forcément de progression, pas autant la progression qu'on l'attendait. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que voilà, comme c'est en plein boom, les études regardent aussi si ça fonctionne et certaines choses ne fonctionnent pas aussi. Ok, c'est des cas de laboratoire et d'enjeux financiers Oui. ou c'est des vrais protocoles scientifiques qui testent les choses précisément? En fait, c'est les universités qui font souvent ça. C'est les universités, ils sont spécialisés dans les sciences, qui vont prendre un panel d'athlètes ou d'étudiants pour tester les entraînements. Donc c'est pour ça, il y en a qui déboursent énormément d'argent. Il y a un énorme complexe qui s'est ouvert en Allemagne où on est dans un biodôme, dans un énorme dôme avec des écrans partout qui nous ramènent au centre du terrain, très immersif. Donc bien sûr, pour les qualités intrinsèques du footballeur, il y aura toujours de l'amélioration. Mais pour vraiment ce qu'on recherche au niveau cognitif, des fois, ça sert pas à grand-chose. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser happer par de super outils parce que ça peut chiffrer en milliers, 10 000 euros des fois pour des outils et quand même regarder les retombées et tester aussi. Tester, ça va être très intéressant. Ok. On passe au chat? Oui. Allez, on commence. Question simple de Théo Van der Merch. Quel est le nom de l'application dont tu parlais, Anthony? Ça s'appelle Soma. Comment t'écris ça? S-O-M-A. S-O-M-A. Ok, je mets ça. Disponible sur iOS. Et c'est une application, en fait, si on la télécharge, on peut l'utiliser. Donc, en fait, l'entraîneur va payer un espace de coaching, donc une plateforme pour pouvoir programmer tous ses entraînements. Le coaché, l'athlète, va payer un abonnement pour l'utiliser. Et en fait, dès qu'on utilise cette application, il faut passer une formation de plusieurs mois pour pouvoir comprendre comment on crée des protocoles, comment on crée des programmes d'exercice, connaître tout le panel d'exercices, connaître ce qu'est la fatigue cérébrale. Il y a une formation aussi sur la vision, donc c'est très complet. Ouais, donc c'est vraiment encadré, c'est déjà bien structuré quand même pour un. Je pense que sur le cognitif, c'est la formation la plus complexe que j'ai passée. C'est vraiment poussé vers le scientifique, quoi. Ok. Et c'est qu'en anglais, par contre. Bon. Qu'en anglais. Tu as une question de Greg Dins. L'entraînement cognitif, est-ce un champ de la préparation mentale ou de la préparation physique? Lors de mon cadre de formation, lors de mon rapport de stage, en fait, j'ai envoyé un sondage auprès de préparateurs physiques professionnels en leur demandant pour eux à qui était destiné l'entraînement cognitif. Est-ce que c'était aux préparateurs physiques? Est-ce que c'était aux préparateurs ou aux préparateurs mentaux? Les préparateurs physiques de club m'ont clairement répondu qu'ils n'avaient pas du tout le temps de développer les capacités cognitives. Ils avaient vraiment
autre chose à faire. C'est très intéressant pour eux. Ils voient vraiment le bienfait de l'entraînement cognitif, la force de l'entraînement cognitif. Mais pour eux, quand ils traitent une équipe de 15, 20 joueurs, ils ont vraiment d'autres choses à traiter en priorité que l'entraînement cognitif. Mais bien sûr, en fait, on ne peut pas du jour au lendemain dire je vais acheter tous les outils et faire de l'entraînement cognitif parce que je trouve ça ludique, c'est hyper cool et ça en jette. Il va falloir avoir des notions quand même en entraînement, en préparation physique, connaître l'anatomie, la morpho-anatomie, parler le même langage que le préparateur physique. Je ne suis pas préparateur physique, mais j'ai assez de connaissances de par mes pratiques et mes certifications pour parler le même langage que lui. Je vais être capable de pouvoir créer un protocole d'entraînement qui va inclure un échauffement, un entraînement, une période de relaxation, un échauffement avec de la mobilité, des étirements. Donc voilà, il faut quand même avoir certaines connaissances en entraînement. Et en même temps, est-ce qu'on peut dire que les préparateurs physiques bossent un peu le cognitif, mais sans forcément s'en rendre compte, et surtout Oui. sans le mesurer et sans avoir vraiment Oui. de protocole ou d'objectif par rapport à ça? On l'a surtout vu, en fait, c'est démocratisé cette année et même l'année dernière, depuis la sortie du documentaire Netflix sur la F1. Donc l'entraînement cognitif a pris de grosses bases dans les sports auto. Donc notamment dans la F1, on les voyait faire certains protocoles, mais aussi dans les sports de combat, où là c'était plutôt avec des balles de tennis. Donc il y a beaucoup d'exercices dérivés de la boxe sur la réactivité. Mais oui, clairement, il y avait peu de choses qui étaient mesurables, ou alors il fallait prendre en vidéo, regarder au ralenti, calculer quand c'est qu'il prenait la balle, quand c'est qu'il a relâché. Les outils maintenant nous permettent directement de quantifier en millisecondes. Ok. Tu as Mais plein de on a le questions. droit d'en faire sans quantifier. Hein. Ça, ni dans un protocole de préparation physique, après de la mobilité, pour un boxeur, en fait de la réactivité, c'est génial. Hein. Ça, il y a aucun souci avec ça. Donc tu as plein de questions. Je te disais une question de Philippe Vandamme. As-tu un retour d'expérience sur la neurotechnologie pour accélérer le rétablissement suite à une blessure? Alors par rapport à une blessure, ça va être sur les prises d'appui. Donc bien sûr, ce qui va être le plus performant, c'est d'avoir un socle commun avec tout ce qui est imagerie, préparation mentale pour le retour à la blessure. Et là, les outils neurotechnologiques vont nous aider à aller plus loin, à pouvoir quantifier la marge de progression. Donc moi, j'ai utilisé mes plots lumineux pour, pour la réathlétisation d'un athlète qui va réapprendre à prendre confiance sur ses appuis. Mais ce qui me permet de pouvoir travailler ça, c'est d'être directement avec le préparateur physique. On va travailler main dans la main, avoir nos protocoles en commun. L'athlète va passer 1 heure avec moi, directement 1 heure après avec le prépa physique. Donc c'est ça qui me permet à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir être plus performant dans ma pratique sur tout ce qui est réathlétisation, parce que moi je ne suis pas un préparateur physique. Mais après, réathlétisation, par contre, tout ce qui est visuel, là c'est moi qui prends. Là, en fait, je travaille avec un orthoptiste, donc je les envoie aussi faire des bilans, et moi, je les récupère en rééducation visuelle. Donc, je vais utiliser des outils pour travailler tout ce qui est convergence, divergence, donc tout ce qui est relatif à la vision. Dans on va dire tes contacts et ton réseau, est-ce que tu as des médecins, kinés, chirurgiens, tout ça? Ostéopathe. Oui. Et c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. On a ouvert le pôle performance et on a envie de créer un écosystème de professionnels du milieu. Donc actuellement, on recherche un diététicien du sport pour travailler avec nous. Pour l'instant, on est juste dans la team préparateur physique, préparateur mental. Mais on se fait démarcher aussi des gens qui ont envie de travailler avec nous. Ok. Alors, une question de technicien. Comment faire pour adapter chaque entraînement à une discipline spécifique? Moi, c'est quand un athlète quand je travaille avec un athlète, il y a de 2 à 4 séances où c'est du test. C'est
très millimétré en fait. Déjà, il y a tout ce qui est questionnaire par rapport à la préparation mentale. Et après, ça a du profiling en fonction de son sport. Je vais décortiquer, décrypter, c'est la partie que je préfère, le sport en fonction de la demande, du mouvement. Je vais regarder plein de vidéos, je vais essayer d'être un expert de ce sport-là pour pouvoir après adapter l'entraînement en fonction du sport. Chaque entraînement est totalement différent en fonction de la personnalité et du sport aussi. Un footballeur, un latéral qui va travailler le long de la ligne par rapport à la vision, on va lui faire travailler sa vision totalement différemment que par rapport à un attaquant ou un gardien. Ça dépend vraiment de la personnalité du sportif, mais tout est décortiqué et tout est personnalisé en fonction de la personnalité, du physique et de la demande de l'athlète. Est-ce qu'il faut que, comme en préparation mentale classique, entre guillemets, tu connaisses quand même un peu le sport, tant dans la sémantique, la culture, que aussi la technicité au poste ou dans le jeu? Ben, il y a le côté qu'on voit aussi avec Focus, c'est de se dire des fois, c'est bien de ne pas être expert du sport parce qu'on va regarder d'autres habiletés du sportif. Pour l'entraînement cognitif, il faut quand même s'y connaître. Mais après, on n'est pas obligé. Quand j'ai commencé à travailler avec Valentin qui fait du jet ski, je n'y connaissais rien à ce sport. Donc, ça a été un gros travail de recherche, de documentation pour essayer de parler déjà le même langage que lui. Et après, c'est vraiment la relation et l'alliance qu'on va faire avec le sportif qui va nous permettre d'aller déceler des capacités et les demandes du sport. Donc, en l'occurrence, Valentin, tu te renseignes sur son sport, ses spécificités, à combien il roule sur un jet, les capacités physiques, mentales, tout ça. Ouais. Tu le testes, j'allais dire en cabinet, mais toi, c'est une salle de sport. Je prends toutes les datas, on va chez lui, on va dans son univers. Et ouais, voilà. Mais par contre, en préparation mentale, ben là, quand je regarde, comme je suis footeux, ben c'est plus difficile pour moi de regarder des matchs de foot. Et je sais que j'ai pas mon mot à dire. Et encore plus à la télé, parce que voilà, on peut même plus aller les voir en vrai. Donc à la télé, voilà, c'est difficile. Mais ça fait partie du job aussi. Mais c'est intéressant des fois, et c'est ce qui est passionnant en fait. C'est pour ça que ce métier me passionne, c'est d'arriver dans des sports méconnus que je ne connaissais pas et de plonger tête baissée dedans. C'est hyper intéressant. Surtout sur les sports mécaniques aussi. Ah oui, puis là, c'est... Ouais. Tu as encore des questions de Laure Castino. Est-ce que les effets sont visibles sur le physique ou sur le mental du sportif? Sur le physique, tout dépend de l'entraînement qu'on met en place. Par exemple, moi, dans mes protocoles de lucidité, j'aime bien faire intervenir le cardio, donc on va faire un petit peu de cardio. Mais moi, c'est différent. Comme je travaille souvent, on a les athlètes en commun avec le préparateur physique. Toute la partie physique, c'est le préparateur physique qui met en place tous ces effets et qu'on va voir vraiment un changement au niveau plastique déjà. Mais bien sûr, avec de l'entraînement cognitif, si on est entraîneur, on va s'amuser à pouvoir mettre en place de nouveaux entraînements pour pouvoir avoir un meilleur cardio, pouvoir améliorer ses réflexes, pouvoir avoir une meilleure endurance, pouvoir mettre en place des exercices avec de la charge, avec de l'entraînement cognitif pour pouvoir prendre en masse musculaire. Donc, ouais, tout est possible. Mais il faut être habileté, préparateur physique, à avoir un brevet STAPS ou BPGEPS. Que d'ailleurs, tu penses passer un jour ou pas? Non. Non, moi, ce système me plaît de pouvoir être un petit peu l'expert de mon domaine et travailler aussi. En plus, tu le connais, il est voilà, un expert aussi dans son domaine. En fait, les diplômes que j'ai passés au Canada se rapprochaient quand même de la mise en place d'entraînement. Donc, au lieu que ça soit vraiment un sport collectif, ben là, par exemple, c'était des sports de plein air, mais c'était quand même de la rando, du kayak, du canoë, du ski. Donc, tout ce jargon de création d'entraînement, de savoir gérer un groupe, je l'ai vu aussi, je l'ai assimilé, mais après, moi, tout ce qui est anatomie du corps, ben, je laisse pour le préparateur physique. Moi, ça va être tout ce qui est neuroanatomie, neurophysiologie. Ok. Tu as une question très terre à terre de Caroline Saran. Combien coûte une séance
Et combien coûte un suivi sur une saison? Donc, en fait, nous, on a tous le même tarif au studio. Donc, le studio, en fait, on ne peut pas venir, c'est pas une salle ouverte avec un abonnement où on peut utiliser les machines. C'est Mhm. du coaching privé, réservation avec un coach. Donc, moi, à l'heure actuelle, je suis à 70 euros de l'heure. Et en fait, j'encourage les sportifs à prendre sur le long terme, prendre plusieurs séances. Mhm. Donc, en fonction de la prise, si on prend un pack 10 séances, ou alors je vais préférer te prendre un pack mi-saison ou un pack toute la saison, le prix va être régressif. Ok. On va gagner en prix pour l'athlète. Et après, si on prend prépa physique, prépa mentale, là aussi, voilà, il y a des offres. Mais le tarif de base est de 70 euros de l'heure. Sachant que je t'ai vu travailler et des fois les séances durent plus d'une heure et tu as tout un Ouais, travail après d'analyse, ouais. etc. Tu passes quand même beaucoup de temps, hein. Ce qui me prend le plus de temps, c'est tout ce qui va être dossier. Et ce que j'aime le plus faire aussi, c'est personnaliser les dossiers et les Mhm. fiches athlètes à l'image de l'athlète. Donc, je vais demander tout un tas de photos de l'athlète. Tout va être personnalisé à son image, tout va être personnalisé à l'image de son club. Et donc, ça me prend énormément de temps. Donc, et souvent, j'ai tendance à dépasser sur les séances aussi. Euh, mais ouais, voilà, une séance d'une heure va me prendre après 3 heures à côté de travail, de suivi. Tout le travail aussi de l'ombre qu'on voit pas forcément, c'est appeler son athlète durant la semaine. Le week-end, ben, on va se taper tous les matchs aussi. Et puis après, quand la saison est ouverte pour certains sportifs, on va les voir sur le terrain. C'est ça, la préparation mentale C'est ça. avec des pros. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Tony, du neurotracker? Alors c'est bien. Non, en fait c'est le premier, c'est le premier outil qu'on voit. En fait, moi j'essaye de pas émettre une idée tant que je l'ai pas testé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le neurotracker est accessible si on veut l'utiliser pour un sportif. Et donc, le neurotracker est très bien si on l'intègre à différents protocoles. On peut en faire vraiment ce qu'on en veut du neurotracker. Il ne faut pas être focalisé sur le protocole de base. Donc, on peut être très créatif avec le neurotracker. Euh, L'inconvénient, c'est que si on veut l'adapter à une équipe et qu'on est dans une démarche d'avoir plusieurs athlètes et que chaque athlète ait ses statistiques, ben là, c'est un autre pack du neurotracker qui est un petit peu onéreux pour ce qu'il en est, je trouve. Si je peux faire du cocorico, il y a une entreprise qui se développe et qui vient concurrencer le neurotracker qui s'appelle A-Motion. C'est une entreprise totalement française qui va être sur le neurotracker, en fait, c'est de la vision frontale. Ouais. A-Motion, l'entreprise française, ça va être sur du 180 degrés avec des écrans incurvés qui vont pouvoir travailler la vision périphérique. Comment t'écris Et ça? C'est iMotion ou A, eMotion? ouais, A-Motion, I? E-Y-E, Ok. A-Motion. Donc, ils se développent aussi dans plusieurs clubs. Ils travaillent aussi dans tout ce qui est centres médicaux et c'est très intéressant. Ça va être plus onéreux aussi. Mais voilà, il faut maintenant NeuroTracker, c'est une usine, hein. Il y en a énormément qui l'utilisent. Et Emotion, ça va être aussi un petit peu plus poussé. Mais je trouve ça très bien pour commencer à faire de l'entraînement visuel, mais de jamais rester cantonné à l'exercice de base statique devant le NeuroTracker. Il y a mille et une choses à faire avec. Mais c'est bien. Ok. Je te pose une question de Greg Kridolos, qui est un peu médicale, mais dont on reparlera d'ailleurs en off, parce que j'ai des infos pour toi. Est-ce que tu as un protocole sur le travail cognitif suite à des commotions cérébrales qui peut être en lien avec le médical? Alors, j'ai jamais eu de sportif encore avec un protocole commotion, mais c'est à l'heure actuelle, je suis en train de me former à ça. Donc, je pense que vous avez déjà vu peut-être le Bando Muse, Mm. qui va être un tracker d'activité cérébrale. Et pour moi, le step d'après, c'est de me former vraiment à l'activité, au métier d'entraîneur en neurofeedback. Donc, c'est de la pose d'électrodes sur la tête et sur les oreilles, qui va me permettre d'être plus précis dans tout ce qui est l'activité cérébrale et de pouvoir travailler sur tout ce qui est protocole commotion. Mais pour être honnête, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas eu de sportif avec des commotions.
Et l'entraînement cognitif est peut-être à prendre avec des pincettes en fonction de certains besoins du sportif. Je pense que là, je me ferai aussi épauler pour savoir ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. C'est à prendre aussi avec des pincettes parce que voilà, il y a des exercices qui vont demander énormément, qui vont être très énergivores dans tout ce qui est euh, fatigue mentale, endurance cérébrale. Ça voudrait dire qu'une porte d'entrée dans les clubs ou les grandes structures sportives, ça peut être en effet le côté performance, comme d'hab, mais aussi médical. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, dans le médical, dans l'entraînement cognitif, ce qui commence à se montrer, c'est tout ce qui est adapté pour les personnes âgées, pour euh, Parkinson, Alzheimer. Et ça se fait pas mal aux États-Unis. On voit pas Mm. mal d'entraîneurs cognitifs faire ça. Donc c'est très intéressant, mais je pense qu'il faudrait quand même être épaulé derrière par des professionnels médicaux. Ok, une question de Frédéric Calas. L'auto-évaluation est-elle pertinente en rapport aux data? Oui. En fait, on va pouvoir faire le parallèle entre le ressenti de l'athlète et ce que moi, je vois en termes de data. Euh, Après chaque exercice cognitif, et notamment sur mon application, il y a une auto-évaluation chiffrée de 0 à 10 qui lui demande comment il a trouvé cet exercice. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était dur? Et moi, en fonction de l'exercice, peut-être que ça m'interpelle et je me dis, OK, il faut que je baisse l'intensité, peut-être que je baisse le temps, le temps de mes exercices. Ou alors, ça va me faire chercher dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Est-ce qu'il avait une journée très demandante? Combien de fois il s'entraîne aujourd'hui? Est-ce qu'il a des problèmes perso? Et souvent, par exemple, sur la méditation, c'est très intéressant le Muse parce que Mm. c'est pas facile de quantifier une méditation. Et le sportif peut être là, bon, j'ai pas été très bon, ça fait trois d'affilée où je suis pas bon. Ben non, regarde, moi, ce que je te montre en termes de chiffres, c'est plutôt pas mal. Mm. Et déjà, ça engage une conversation avec l'athlète et peut-être qu'il y a une marge d'erreur aussi sur ces outils technologiques. Par exemple, sur le Muse, il y a tout ce qui va être artefacting, artefact des yeux, artefact des muscles de la mâchoire qui peut faire un petit peu une variable. Mais c'est hyper intéressant, l'auto-évaluation, je la fais vraiment tout le temps. Avant au début de l'entretien, enfin, au début de notre séance pour savoir comment s'est passée sa semaine et sa journée, et à la fin, comment il a trouvé les exercices, et à la fin aussi de chaque exercice. Donc ça veut dire que tu mixes en fait l'évaluation objective avec les tests, les performances motrices, visuelles, tout ça, le temps de réaction, et une évaluation plutôt subjective comme l'auto-évaluation. Tu as les deux tout le temps, à chaque fois. Ouais. Ok. Donc tu augmentes nécessairement leur lucidité et leur connaissance d'eux-mêmes en ayant des données vraiment des datas, on va dire, fiables et des datas Ouais. un peu plus émotionnelles ou dans le ressenti. Et le travail que ça me demande après, c'est vraiment du pré-mâchage de toutes ces datas. Et je te l'avais montré avec des fiches Hmm. athlètes où tout est synthétisé et tout est facilement compréhensible. C'est des dossiers athlètes en fait que j'ai voulu vulgariser pour pouvoir les mettre entre les mains de tous les professionnels du milieu. Un sportif qui vient me voir, je peux lui donner une fiche athlète avec sa progression en entraînement cognitif et en préparation mentale. Donc préparation mentale, là, je vais le quantifier avec les QPPS que je fais passer plusieurs fois. Et donc, par exemple, un sportif qui veut aller, un footballeur qui veut changer de club, ben, je vais donner cette fiche-là à un agent et le club qui veut le recruter va voir, OK, ben, au niveau mental, il a progressé de ça. Au niveau cognitif, ben, il est bon ici, là et là. Et le préparateur physique va faire exactement pareil pour la préparation physique. Nous, on veut vraiment pas se mettre de côté. Dès qu'on a un athlète, on envoie des mails et des messages à tous les entraîneurs pour dire, ben, on est là, on travaille avec votre sportif. Les gens ont peu peur parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il va aller là-bas, il va être crevé, il va pas être performant, pas du tout. Nous, on prend en compte tout son calendrier, tout est intégré intelligemment. Si voilà, s'il faut pas mettre d'intensité ce jour-là, ben on mettra pas d'intensité. Donc tout est étudié, c'est ce qui demande aussi beaucoup de temps, mais c'est l'alliance avec le coach, la famille, les agents qui sont très très importants.
Donc ça veut quand même dire que les clubs acceptent que leurs joueurs sous contrat aillent voir d'autres préparateurs physiques ou mentaux à l'extérieur, mais il faut de la collaboration, il faut du Oui, partage et il faut travailler en bonne intelligence. c'est nous, on met une vache. En fait, il y a aussi l'ego des clubs, quoi. Certaines visions des choses sont mal faites pour l'instant. Ils n'ont pas aussi été éduqués à ça. Dans les clubs étrangers, dans certains grands clubs, il n'y a aucun souci. Au contraire, chaque athlète a un écosystème autour de lui. Il a son coach de performance, il a son diététicien, il a son analyste des matchs, il a son préparateur physique, préparateur mental, kiné, acupuncteur, n'importe quoi, tout. Et c'est ça qui aide à la performance. C'est bien d'avoir une autre vision de ce que va faire l'athlète. Nous, ce qu'ils aiment, c'est sortir de l'univers du club et pouvoir se rendre chez nous, couper un petit peu avec la vision, la mentalité du club et voir autre chose. Mais certaines personnes n'acceptent pas. Aujourd'hui, on a des athlètes où on n'a aucun rapport avec les coachs. Ils veulent aucun rapport avec nous aussi. Et ils voient d'un mauvais œil, ils nous cassent du sucre sur le dos en leur disant aux athlètes que mais vous n'avez pas besoin, tu n'as pas besoin de ça pour réussir. Attention, tu vas être fatigué. Alors qu'on le voit aujourd'hui en France, chaque athlète, et notamment pour le foot, qui change de club et qui va voir dans un club à l'étranger, je ne travaillais pas assez en France. J'ai pris un autre niveau, une autre dimension dans la manière de travailler à l'étranger. Mais ça, petit à petit, avec la nouvelle génération d'entraîneurs, ça va changer, c'est sûr. Ça bouge en effet. Et même nous, c'est une idée que je défends beaucoup, ça, quand je suis en conférence ou dans des bouquins, etc. C'est de dire que on ne peut pas être le préparateur mental pour tout. Il faut Mm. qu'un joueur pro à un niveau très élevé, il ait plusieurs préparateurs mentaux qui bossent Ah différentes oui, compétences, différents aspects. Et tu as vu, on travaille ensemble, mais on travaille tellement différemment qu'on bosse le mental, mais ah oui. avec des outils, avec des protocoles qui des fois se ressemblent, mais qui quand même dans le fonctionnement sont très différents. Ouais, et puis après, dans le terme de coaching, les sportifs, ils ne nous appartiennent pas. Mm. Forcément, c'est très bien aussi qu'un sportif aille voir ailleurs. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a fauté quelque part, mais c'est la nature humaine. On a besoin aussi des fois d'aller voir d'autres interlocuteurs, des personnes qui travaillent différemment. Et ça, il y a aucun souci pour ça. Donc, ben, nous, on ne met pas de contrat à nos athlètes. C'est un contrat moral. Mm. Pour performer, il te faudra peut-être, voilà, peut-être 2, 3 ou 4 mois. Mais si tu as envie de partir du jour au lendemain, tu pourras. Mais sache qu'une séance de temps en temps, ça n'aura pas d'effet. Pas du tout. Ok. Une dernière question de Greg Dins, toujours. Quel livre recommandes-tu sur l'entraînement cognitif? Peut-être en anglais, parce qu'il n'y a pas encore en français grand-chose à ma connaissance, mais au moins en anglais. De livres? Ouais. Oui, j'ai pas lu de livre sur l'entraînement cognitif. C'est que des formations. En fait, il n'y a pas de livre, enfin, peut-être pas à ma connaissance, j'en sais rien, mais j'ai pas trouvé de livre qui prend l'entraînement cognitif, qui va t'expliquer comment travailler la vision, la proprioception, le temps de réaction, mettre en place des protocoles. C'est plein de certifications différentes. Par exemple, quand j'ai voulu travailler la respiration, je me suis formé à Oxygen Dentate, c'était une certification. Quand j'ai voulu travailler tout ce qui est endurance cérébrale, je me suis formé à une certification en ligne. Il n'y a pas de bouquin, par contre, c'est des documents, voilà, c'est des documents de formation. Mais si je peux recommander un documentaire, c'est un documentaire que Arte a fait sur tout ce qui est l'entraînement cognitif, qui est très intéressant. Ça va me prendre vraiment une seconde parce que je l'ai sous les yeux. Je l'ai envoyé aujourd'hui à un athlète, je pourrais vous le montrer. Et c'est ça vraiment qui va vraiment vous montrer et mettre en image ce qu'est l'entraînement cognitif et où on en est à l'heure d'aujourd'hui en France et comment on s'est inspiré de ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça s'appelle À la recherche du sportif parfait. Tu as Greg qui a mis déjà le lien. Ok, bon, parfait. Il connaissait déjà. Mais sinon, après, c'est tout ce qui va être des livres sur le cerveau cognitif, les pouvoirs du cerveau, les livres sur la neuroanatomie, la neurophysiologie, comment ça se passe à l'intérieur, comprendre aussi comment fonctionnent les ondes cérébrales. Mais ça va être des livres très, très portés sur le scientifique.
Donc c'est bien, moi j'ai choisi d'avoir des formations comme ça, tout ce gros socle de travail m'a été vulgarisé parce que c'est quand même assez complexe et on peut s'y perdre et en être dégoûté. Hmm. Je pense qu'en fouillant, on va trouver des références américaines sur ça, enfin du moins en anglais, Oui, sur l'entraînement cognitif pur. J'ai lu quelques articles dans des bouquins qui sont des condensés de publications dans des voilà, colloques c'est en souvent, psycho du c'est les sport. articles, hein. Mm. C'est les articles, il y a qui répertorient tout. Mais la bonne nouvelle pour toi et pour ceux qui sont présents, c'est que s'il n'y a pas de bouquin français, c'est parce que c'est trop moderne. C'est trop en avance et du coup, on n'a pas C'est qu'il encore faut en assez de faire un. données. Exactement. Et on n'a pas encore assez d'experts. On n'a pas, en tout cas, un expert qui puisse vraiment faire un bouquin, mais ça va venir. On va réfléchir à tout ça. Donc, ça montre vraiment le côté en avance de l'entraînement mental que tu fais. Hein. C'est que tu as pris des mois et des années d'avance par rapport, je pense, à l'entraînement cognitif global chez les sportifs. Et c'est totalement inspiré de tout ce qui se passe en Amérique du Nord, aux États-Unis, Mhm. au Canada, et se regarder des séries sur Netflix où on le voit, regarder des vidéos sur YouTube, et c'est là où on peut déjà apprendre et se familiariser avec l'entraînement cognitif. Ça m'est pas du tout venu comme ça. J'ai pas et vraiment pas commencé focus euh, pour faire de l'entraînement cognitif. J'ai découvert l'entraînement cognitif quand on m'a présenté le bandeau Muse. Et voilà, ça m'a parlé. Mais moi, mon projet de base, c'était de faire de la préparation mentale pour les aventuriers et explorateurs. C'était mon projet de base. Mais comme quoi, quand on commence une formation, voilà, on nous donne plein de petits de, euh, de modules de formation dans Focus. Et après, ben, on choisit de se spécialiser dans une branche ou une autre. Et moi, c'est ça qui m'a plu avec Focus. J'ai pu toucher un petit peu à tout. Puis après, en fonction de ma sensibilité, j'ai plus été parlé par l'entraînement cognitif. Bon, merci beaucoup, chef. C'était avec plaisir. Nous, on se revoit très vite parce que pour le coup, tu viens maintenant faire des formations chez nous. Oui, Tu vas intervenir, tu vas présenter un peu ton protocole, ton travail, comment tu conçois la préparation mentale, l'entraînement cognitif avec quelques outils aussi que tu vas ramener à nos étudiants. ouais, Donc, ceux qui sont sur le le chat, 19. voilà, tu les reverras, t'en renverras certains en présentiel la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Avec Adrien. Donc, ça montre aussi, ben, on est dans la même ville, on fait aussi de Exactement. l'entraînement cognitif, donc ça se démocratise. Et puis, c'est ça qui est hyper intéressant. J'ai Hmm. rencontré mon premier collègue. Donc tu seras avec Adrien Jouvencel et tu reviendras dans 15 jours pour donc une deuxième session avec la deuxième promotion de Ouais, présentiel. Donc nous on se revoit. Merci beaucoup pour ta participation. avec grand Je plaisir. pense que c'était hyper intéressant parce que c'est de coup très novateur et tu as vraiment une démarche. Alors après les gens ne te voient pas faire, c'est dommage. Faut venir Ouais. te voir faire en live pour voir comment c'est vraiment sophistiqué et pertinent. Et puis, merci encore. Merci à tous ceux qui étaient présents. Je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour un autre webinaire à accès performance. Très bonne soirée à tous et vous aurez comment dirais-je, le sketch note habituel en suivant. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao, bonne soirée.